Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre pour demander vos analyses via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec Prysmian SPA, donc société italienne spécialisée dans la production de câbles, donc son concurrent français c'est Nexans. Le cours de l'action est au plus haut. Est-ce que c'est toujours le moment de rentrer sur cette entreprise? On va regarder ça. Sur le chiffre d'affaires, on est sur une croissance médiane de 8,40% sur 10 ans, donc c'est pas mal. On a évidemment la baisse de la pandémie, mais ça s'est bien rattrapé par la suite. Toutefois, en 2023, on a une décroissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il faut aller voir dans les publications. Pourquoi est-ce que c'est le marché qui a une décroissance? Est-ce que Nexans, par exemple, a aussi subi la décroissance? Ou est-ce que c'est spécifique à Prysmian? Il y a eu un problème, des pertes de commandes, etc. Donc ça a clarifié de votre côté, si vous êtes intéressé par l'action. On voit qu'il y a eu des acquisitions sur la période. On a eu pour 1,5 milliard d'acquisitions. Donc l'entreprise est aussi capable de sortir le carnet de chèques pour acheter des parts de marché. C'est plutôt bon signe. En tout cas, ce qu'on voit ici. On va continuer avec le taux de marge. On est sur un taux de marge brut qui est assez stable, sur une médiane de 36%. Donc c'est pas c'est un marché où c'est un business où on n'a pas des taux de marge qui sont très élevés, parce qu'il y a quand même pas mal d'intrants dans la fabrication des produits. Toutefois, on voit que le groupe arrive quand même à maintenir une bonne discipline de prix, vu que le taux de marge brut est assez stable. Le taux de marge d'EBITDA est en hausse, est au plus haut sur 10 ans à 9%. C'est pas un business où on a des fortes rentabilités, des fortes marges opérationnelles. Donc on est quand même sur un niveau, l'amélioration montre qu'on est sur quand même une meilleure efficience opérationnelle sur la période. Donc ça veut dire que le groupe devient meilleur et meilleur dans sa production, et ça c'est grâce à la descente de la courbe d'expérience qui lui permet de faire des gains de productivité. Donc on a aussi un taux de marge net qui est à 360%. Là c'est pas très élevé, mais bon, ça c'est les sociétés européennes. Un taux de marge net sur les activités qui sont pas ultra qualitatives, on va dire, qui ont beaucoup d'intrants et qui sont très manufacturières. On a des taux de marge net qui sont pas très élevés. Donc ce qui veut dire qu'on n'est pas non plus très loin du seuil de rentabilité. Si on commence à avoir une rotation de l'actif qui diminue, mauvaise gestion des stocks ou mauvaise commande, etc., on va commencer à faire des pertes. Mais ce qu'on voit ici, c'est que sur la période, on n'a jamais fait de pertes sur 10 ans. Le pire, c'était 0,37%. Donc on est quand même pas si mal. On a ici un management qui sait ce qu'il fait, qui est quand même bon dans la gestion. Continuons l'analyse avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a des free cash flow largement plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est très bien. Tout dépend c'est bien si c'est pas en détriment des dépenses en capital, parce que si on arrête de faire des dépenses en capital, on arrête d'investir dans l'appareil industriel, et donc on sacrifie la croissance future. Mais on voit qu'on renouvelle bien l'appareil industriel, puisqu'on est au-delà des dépréciations et amortissements, et qu'en plus on a des dépenses en capital qui sont en train d'augmenter. Mais on a quand même des free cash flow qui sont largement plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est plutôt bon. Comment est obtenue cette différence de free cash flow? Est-ce que c'est une amélioration de la relation du besoin en fonds de roulement? Pas vraiment. En cumulé sur la période, il est quand même stable, à peu près 170 millions. Est-ce qu'on a des non-cash items? On a 4 milliards 170 millions. Donc à vous de faire le travail là-dessus, d'aller voir dans les tableaux de trésorerie de quoi sont composés cette rubrique-là. Other non-cash items, ça explique une bonne partie de la différence entre le free cash flow et le bénéfice net. Voilà. Et si vous voulez connaître toute la différence, à vous de travailler en allant dans les tableaux de trésorerie. Pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera les free cash flow puisque ça représente mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. On continue avec la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur du 8,5, ce qui est quand même assez satisfaisant. Actuellement, on est sur du 10,5 de rentabilité opérationnelle. On a réussi à la hisser même jusqu'à 11,5% en 2024, donc ça c'est pas mal. Juste un coup d'œil sur la croissance médiane. La croissance médiane, en tout cas la croissance sur 2021 et 2022 est quand même beaucoup plus forte que cette rentabilité opérationnelle. Donc peut-être qu'il y a eu des acquisitions aussi, donc ça pourrait expliquer la croissance. Mais ce que je veux dire ici, c'est est-ce que cette rentabilité est suffisante pour autofinancer l'activité? Si la croissance médiane est autour des 8%, 7-8%, là-dessus on peut s'autofinancer et du coup on n'aura pas besoin forcément de s'endetter pour accompagner la croissance du marché et gagner des parts de marché. Donc en tout cas ce qu'on voit ici c'est quand même assez positif. Est-ce que le groupe est endetté? Et que fait-il de sa dette? Donc il y a eu une forte augmentation de la dette en 2024. Est-ce que c'est une acquisition? J'aurais tendance à dire que oui. À vous de vérifier ça dans les rapports financiers de cette époque. Je pense qu'il y a une acquisition pour que ça monte aussi vite, mais là on est quand même endetté à 4 fois l'EBITDA. Plus de 4 fois l'EBITDA. C'est beaucoup.
c'est beaucoup. Il faut voir ce que dit le management par rapport au remboursement de cette dette. On voit que par exemple, par exemple ici, on était sur un niveau de dette à 500 millions. Ouais, ils sont habitués quand même à travailler avec des niveaux de dette qui sont élevés, hein. Il avait bien réduit jusqu'à 2024, à peu près une fois les l'EBITDA, et là, bim, ça repart en forte hausse. Donc, retraiter ces chiffres, vérifier, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des loyers qui sont pris en compte, et il faudrait les enlever, parce que les normes IFRS prennent en compte les loyers. Vérifier de quoi elle constitue cette dette, à quoi elle va servir. Mais là, c'est élevé, donc il va falloir s'attendre à ce que s'il y a un dividende, par exemple, s'il y avait un dividende avant, il soit coupé, et que les free cash flow soient entièrement envoyés vers le remboursement de la dette. Ça, c'est possible. Donc, méfiance sur ce point-là, et c'est pareil, c'est 5 fois les free cash flow, donc il n'y a pas de panique là-dessus, mais ça, c'est à garder sous surveillance, parce que 4 fois les dividendes en dette, c'est quand même assez lourd, hein. Est-ce que l'actionnaire voit la couleur du cash? On va regarder. Voilà, on était sur un dossier de dividendes croissant. 200 millions de dividendes versés sur les 12 derniers mois à septembre 2024, contre des free cash flow de 1 milliard. Est-ce que les free cash flow sont exceptionnellement élevés? On va peut-être normaliser pour être un peu prudent, puisque là on voit qu'il y a une forte hausse des free cash flow. On est sur 500 millions, on va dire, de free cash flow sur 10 ans. Peut-être que si on va être moins pessimiste, on va se mettre sur 5 ans. 600 millions, un dividende qui représente un tiers de ces 600 millions, donc c'est quand même très soutenable. Maintenant, le dividende n'est pas très élevé, il a un peu plus d'1%. C'est pas incroyable. Il peut augmenter, mais il va augmenter si on rembourse la dette, hein, parce que là, on n'est pas sûr que, vu le niveau de dette, si c'est correct ce que nous affiche Coifin, je pense que le management va prioriser le remboursement de la dette. Autre point qui est pas très positif, c'est la dilution. On a eu une stabilité du cours là, sur 5 ans, du nombre d'actions sur 5 ans, et on a eu de la dilution. Depuis on rachète un peu ces actions, on a vu on rachète les actions un petit peu là, on voit qu'il y a une baisse. Qu'est-ce qui va se passer pourquoi il y a une dilution? Est-ce que c'était pour faire l'acquisition? Ou des stock options, du paiement des salariés, etc. en actions. Et qu'est-ce qui va se passer pour le décompte d'actions par la suite? Est-ce qu'on va continuer à en racheter? Est-ce que le management veut en racheter? Voilà. Coifin calcule une rentabilité négative pour l'actionnaire. Ça provient, donc si c'est correct, ce calcul, ça provient de la dilution. Et ça, c'est pas bon. Donc, dommage qu'il y ait une telle dilution. On va continuer. Est-ce que le groupe est chèrement valorisé par le marché? Il y a beaucoup de dettes, donc on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA, puisque la valeur d'entreprise prend en compte la dette. On est sur 10,7 en médiane. Actuellement, on se trouve sur du 16 quasiment. Donc en plus, le marché est allé très vite en besogne. On est sur un multiple qui est quand même au plus haut depuis toujours. Voilà. Enfin, là, on est sur 20 ans. Ouais, on est au plus haut sur depuis toujours. Donc là, c'est à mon avis trop valorisé. Conclusion du dossier Prysmian. Je pense que c'est maintenant un peu dangereux pour jouer ce dossier-là. Il y a une forte augmentation de la dette, peut-être une grosse acquisition, je pense que c'est ça. Donc il faut voir comment ça va se passer cette acquisition, si c'est le cas, parce que c'est jamais évident. Il y a des cultures à fusionner, des synergies à dégager, des réductions de coûts, etc. Le marché a fortement valorisé le dossier, donc peut-être que c'est parce qu'en fait le chiffre d'affaires a doublé avec l'acquisition, mais prudence, quoi. On ne sait jamais sur les acquisitions, et là on est quand même sur un niveau qui est très élevé, que sur un secteur qui est en croissance, qui n'est pas normalement exceptionnel, qui est en croissance, mais bon. Prudence sur ce dossier Prysmian. À mon avis, il vaut mieux rester à l'écart et observer ce qui se passe avant de le mettre en watchlist, et ensuite on suit le dossier, et s'il y a un repli pour se positionner, on pourra en profiter. C'est tout pour l'analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.